correspondant Hani Farag est à Sharm el-Sheikh et il a eu l'occasion d'avoir cet entretien avec M. Alessandro Cortese, qui est représentant permanent de l'Italie auprès des Nations Unies à Vienne. Chers téléspectateurs, toujours on essaye de vous présenter tout ce qui se passe actuellement dans cette conférence. Et justement, j'ai actuellement l'une des personnalités les plus éminentes. Il s'agit d'une personnalité spécialisée dans ce domaine des conventions des Nations Unies qui touche la lutte contre la corruption. Il s'agit donc de l'ambassadeur d'Italie auprès de Vienne. Monsieur, c'est bien sûr le représentant permanent de l'Italie à Vienne, Monsieur Alessandro Cortese. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Si je peux dire, ma première remarque, ce n'est pas ma première question, ma première remarque, c'est cette participation intensive de la part de différents pays du monde qui dépasse presque le 2200 participants. Comment vous avez vu cette participation intensive? Ben écoutez, comme je vous le disais, j'étais assez étonné par la participation massive en présence. Parce que à Vienne, on a beaucoup, maintenant, à cause malheureusement du Covid, on a ces réunions en format hybride. Et normalement, il y a très peu de personnes en présence. Ici, il y en a beaucoup. Et je dois dire une autre chose. Que la délégation italienne, c'est peut-être la plus grande. Je suis le chef d'une délégation de plus de 15 personnes qui viennent d'Italie. Donc la participation, c'est record, même au niveau de l'Italie. Pour ces temps-ci, oui, absolument. Ouais. Moi-même, j'étais étonné. Donc un grand succès pour l'Égypte. Je vais me féliciter avec l'Égypte pour cette bonne préparation de la réunion. Oui. Mais comment cela, si je peux dire, reflète bien qu'il y a toujours une sorte d'un nombre croissant des personnes qui veulent s'engager de plus en plus dans ce combat contre la corruption. Oui, non, absolument. C'est un point très important aussi de la position italienne. La corruption, c'est un problème pour toutes les sociétés du monde. On a entendu même beaucoup de délégués qui sont intervenus, qu'ils ont souligné cela. Chaque pays a son problème de corruption. Et plus récemment, le phénomène est devenu un phénomène global, dans le sens que il y a beaucoup d'interconnexions, de corruption entre différents pays. C'est pour cela que des conférences comme l'UNCAC, comme celle de Sharm el-Sheikh maintenant, sont très utiles pour consentir à un échange d'idées, de vues, un échange d'informations. Tout cela qui est nécessaire aujourd'hui pour combattre ce phénomène qui est un phénomène qui dépasse les frontières transfrontalières. C'est un véritable crime. C'est un crime parce que c'est un crime en soi-même, la corruption. Un crime compliqué. Mais en plus, il y a tout un développement de la criminalité organisée. Du terrorisme, tout cela est connecté. Donc, il faut vraiment travailler tous ensemble. Donc, les Nations Unies sont l'enceinte idéale, je trouve. Naturellement, il y a des positions très différenciées. Ou même cette édition, cette 9e édition de cette conférence représente réellement une plateforme à travers laquelle nous pouvons échanger les informations, nous pouvons être de plus en plus connectés, de plus en plus en contact toujours, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations. Oui, en plus, on négocie des résolutions qui sont toujours un pas à l'avance dans la lutte à la corruption. Parce que ici, on adopte 8 résolutions qui, justement, aident à faire des avances dans notre expérience, dans notre activité pour lutter contre la corruption. Moi, je viens de faire un événement, par exemple, sur la corruption dans le sport. C'est quelque chose de très important. Pour nous qui aime beaucoup le sport, on aime voir le sport propre. On peut pas voir... Ici, bien sûr, c'est l'un des thèmes parmi les thèmes les plus principaux à discuter pendant les différentes sessions de cette édition. Et donc,
comment vous trouvez les moyens à travers lesquels nous pouvons lutter contre la corruption dans le domaine du sport? Dans le domaine du sport, justement, encore une fois, il y a une coopération, disons, transfrontalière entre différents pays qui est de plus en plus améliorée. On avait là, parmi les panélistes, comme on dit, moi j'étais un d'eux, mais il y avait une personnalité de Interpol. Ouais. Voilà, la police, l'échange de formation au niveau de police est très important. Entre police et fédération sportive, internationale ou nationale. Donc tout cela, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire avancer. Et pour le faire avancer, des événements comme la UNCAC et tous les événements qui sont connectés, c'est certainement très important. Et justement, d'avoir une conférence comme celle-ci, avec des centaines et centaines de délégués présents, qu'on peut se parler, on peut justement faire des interviews, c'est quelque chose de très important dans une période de Covid où les voyagers... Et même d'après ce que j'ai vu dans cette conférence, derrière nous et même en face de nous, il y a toujours des plateformes et des pavillons pour des pays. Et des plateformes même en ce qui concerne les Nations Unies. Comment ça va rassembler les gens afin d'être de plus en plus connectés dans le domaine de la lutte contre... Justement, c'est l'autre point très important, c'est la participation de la société civile. Ouais. C'est pas seulement les gouvernements. Et là, j'ai vu des panneaux de ANAC, c'est l'organisme italien indépendant pour la lutte à la corruption, mais ils ont signé des accords entre organismes anticorruption de différents pays. Non, c'est il y a tout un... Naturellement, Sharm el-Sheikh aide beaucoup à cela, parce que bon, il y a une forte attraction pour l'endroit, je dois dire, tout à fait justifiée. A une renommée en plus à Noël, à Vienne, il neige, ici on peut aller à la plage. On n'y va pas, mais on peut aller à la plage. En fait, je vous souhaite un bon séjour à Sharm el-Sheikh, et spécialement et en Égypte généralement. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour votre interview. Bon travail. Un des meilleurs moyens de donner une relance à l'économie et à l'investissement, évidemment, c'est la lutte contre la corruption. À présent, nous allons passer en revue un compte rendu concernant les prévisions du Fonds monétaire international selon lesquelles l'économie égyptienne deviendra la deuxième plus grande économie arabe et africaine d'ici 2022, ce qui constitue une nouvelle certification internationale sur la poursuite des progrès économiques. Avant de passer notre compte rendu, Dr Passant Fahmy, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Définitivement. Pourquoi? Nous avons une économie très bien diversifiée. Ça, c'est très important. Nous avons un climat incomparable, c'est-à-dire on peut travailler toute l'année, jour et nuit, 365 jours en plein air. Ça aussi. Nous avons des ressources naturelles qu'on n'a pas touchées jusqu'à maintenant. Nous avons le territoire égyptien on occupe moins que 10% du territoire égyptien. Alors il y a 90% du territoire égyptien des déserts qu'on peut développer. Nous avons aussi, nous sommes l'entrée vers l'Afrique depuis les pharaons. On a fait, pourquoi l'hypothèse est très importante? Parce que les efforts qui ont été faits, commençant par la stratégie 2030, qui a été très bien, comme on appelle, préparée, très bien aussi appliquée et très bien contrôlée. Je voudrais mentionner ici que Monsieur le Président, il suit lui-même, jour par jour,
ce qui se passe sur le côté économique. On le voit chaque jour dans une région, dans un quartier, il voit lui-même ce qui se passe. Alors oui, les notes que toutes les institutions mondiales sont en train d'annoncer sont correctes, et à mon avis personnel, ça va continuer plus vite dans la période prochaine parce que le côté le plus difficile, qui est l'infrastructure, a été développé. Alors quand on développe l'infrastructure, ça c'est le côté le plus compliqué. Et deuxièmement aussi, quand on voit le niveau de la stabilité de la livre égyptienne contre les monnaies étrangères, internationales, nous avons une monnaie assez forte, des réserves assez élevées, une possibilité ou une capacité de payer les dettes qui sont bien vues par tout le monde. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec les notes qui sont issues. Salih Hamed et Shahinaz Ismail vont nous présenter ce compte rendu. À tout de suite. Concernant les indicateurs économiques les plus importants dans les années à venir, les attentes du FMI ont souligné une hausse des recettes totales en pourcentage du PIB pour atteindre 18,6% en 2021-2022, 18,7% en 2022-2023, 18,9% en 2023-2024 et 19,1% année 2024-2025, a indiqué le rapport du service d'information du gouvernement. Le FMI prévoit une reprise des réserves internationales nettes grâce à la réalisation de niveaux records par les principales sources de devises dans les années à venir, estimant que le total des réserves internationales atteindra 44,1 milliards de dollars en 2021-2022, 47,6 milliards de dollars en 2022-2023, 51,8 milliards en 2023-2024. Le rapport du service d'information du gouvernement a mis en relief les prévisions du FMI, selon lesquelles le taux de croissance moyen de l'économie égyptienne au cours des 5 prochaines années sera le meilleur en 25 ans, enregistrant 5,6% au cours des années 2021-2022 à 2025-2026. Docteur Passanfahmy, quand on parle de la stabilité économique grâce aux mesures entreprises par l'État pour un redressement économique, chose qui nous a rendus capables de faire face à la pandémie et que l'Égypte garde ses notations. Mais les gens se posent des questions au sujet de l'inflation. Comment peut-on expliquer l'inflation et la hausse des prix? À quoi doit-on s'attendre à l'avenir? Malheureusement, l'inflation, ça c'est sur le niveau mondial. Pourquoi l'Égypte est affectée sérieusement? Parce que la majorité, ou qu'on appelle les commodités principales, sont importées, comme le blé, par exemple, les fèves, l'huile. La majorité des produits alimentaires sont importés. Aussi, il y a aussi les produits médicaux sont importés. Et ce qui est plus sérieux, c'est que la majorité de la matière première utilisée dans les usines sont importées. Alors, s'il y a une inflation mondiale, et il y a une inflation mondiale, c'est vu par le monde entier, ça va tout de suite nous affecter, normalement. Sauf si notre projet géant, le projet de la vie décente, que nous sommes en train de développer, c'est-à-dire de développer les 27 gouvernorats et les villages, de telle façon que les gouvernorats et les villages égyptiens deviennent productifs comme avant. Surtout sur le côté de l'alimentation, et l'agro, comme on appelle business, c'est-à-dire toutes les industries qui se développent en utilisant les matières premières comme de l'économie verte et l'économie bleue. Ce projet-là, à mon avis personnel, il y a 2 ans, je pense nous avons 2 ans en plus dans le futur. Dès que ce projet sera vraiment accompli, nous pouvons s'attendre à une vie tout à fait différente, à un niveau d'inflation beaucoup moins que le niveau qui est importé de l'étranger. Et je répète, nous n'avons pas le moyen de combattre pour le moment, parce qu'on importe la majorité des produits qu'on utilise chaque jour, et surtout le blé.
le blé, les fèves, l'huile et quelques produits aussi essentiels Mais nous comme la avons, lentille. si vous permettez-moi de vous interrompre, nous avons des cités pour la fabrication locale. Une cité pour le meuble, une cité pour les médicaments, une cité pour la fabrication alimentaire. N'est-ce pas, tout ceci doit quand même affecter ou, si vous voulez, mettre terme à cette hausse des prix. Si la matière première est égyptienne. Mais si on importe la matière première, on n'a rien fait. On importe l'inflation avec. Et la question, est-ce que l'inflation mondiale va baisser pour comme on appelle, le futur prochain? À mon avis personnel, ça va prendre quelque temps. Pourquoi? À cause du changement du climat et ce qui s'est passé dans le monde entier. Alors l'inflation, regardez les États-Unis, l'Europe et d'autres pays. Alors oui, nous avons une inflation, mais c'est une inflation importée. Nous devons tous savoir qu'on doit reviser notre façon de vivre, qu'on doit aussi reviser notre façon de travailler. Et je pense qu'après le développement des gouvernorats et des villages, l'Égypte peut avoir une économie tout à fait différente. Et en ce cas-là, nous pouvons honnêtement combattre petit à petit l'effet de l'inflation importée. Parce que je l'appelle importée parce que ça vient de l'étranger. Mais en même temps, nous devons concentrer aussi, et je pense que le gouvernement a pensé à faire ça, même les industries doivent être basées sur des matières premières locales. Parce que sinon, on importe l'inflation, on produit, c'est la même chose. Effectivement. Pour retourner à ces prévisions, quel est l'impact de ces prévisions sur l'économie égyptienne? Vous parlez de quelles prévisions? Les prévisions du Fonds monétaire international. Oui, écoutez, madame, le monde voit l'Égypte. L'Égypte a un futur honnêtement très, qu'on appelle flourishing, je ne trouve pas le mot. Mais oui, pourquoi? À cause des points que je viens de mentionner. Mais en même temps, nous devons savoir aussi que le développement économique n'est pas facile. Nous sommes un pays qu'on approche 120 millions d'Égyptiens habitants et il y a aussi d'autres nationalités qui habitent avec nous. Nous devons avoir un développement beaucoup plus vite sur les nouvelles villes, de telle façon, et aussi le projet géant, de telle façon que les gens se distribuent sur le territoire égyptien tout à fait, et produits aussi partout. Alors oui, les provisions qu'ils ont mentionnées sont correctes, mais on peut patienter un peu et travailler un peu plus. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup des institutions en Égypte qui font un effort, mais en même temps, c'est pas assez dans cette situation très critique. Et je répète, nous avons des problèmes sur le niveau économique, sur le niveau de la santé, sur le niveau de l'immigration entre les gouvernorats et aussi des problèmes dans la région. C'est pas facile, le futur n'est pas facile, mais ce qui est bien, c'est que c'est vu, et on a des plans aussi, comme on appelle, à adresser ce genre de problème. Il faut dire que le programme de réforme économique globale adopté par le gouvernement a fait de l'Égypte la métropole des investissements et avance à pas sûrs vers la réalisation de ses objectifs consentis afin d'offrir le climat adéquat à la croissance de l'industrie nationale. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'économie égyptienne n'est pas satisfaite des projets géants qui sont mis en œuvre. Elle repose plutôt sur une vision claire et une libre orientation qui soutient l'économie de marché, sécurisant le secteur privé lors d'un environnement économique stable. Dans ce contexte, l'Égypte a élaboré une stratégie de développement durable à long terme jusqu'à 2030 qui vise à construire une société moderne et démocratique basée sur la production et l'ouverture sur le monde. Cette stratégie est conforme à l'approche de planification avec la participation du secteur privé et de la société civile qui ont joué un rôle central dans la préparation de la stratégie afin d'assurer l'engagement envers l'application et la mise en œuvre des politiques, programmes et initiatives qui seront adoptés pour atteindre ces objectifs économiques. Le programme de réforme économique globale adopté par le gouvernement a fait de l'Égypte la métropole des investissements et avance à pas sûrs vers la réalisation de ces objectifs consentis d'offrir le climat adéquat à la croissance de l'industrie nationale, étant le levier du développement économique global.
Des opportunités distinguées se dessinent devant les organes internationaux et locaux d'investissement pour diriger leurs capitaux vers le marché égyptien et profiter de la profondeur stratégique de l'État et des conventions conclues avec les blocs économiques arabo-africains, européens et américains qui permettent l'accès des produits à leur marché avec des avantages sans précédent au niveau des exportations. L'État a lancé la stratégie d'Égypte 2030 qui repose sur 5 axes dans le domaine de l'industrie, entre autres le développement industriel, le renforcement des petites et moyennes entreprises et l'amélioration de la formation professionnelle et technique en vue de créer une économie compétitive conduite par le secteur privé qui se distingue par un climat stable, qui réalise une croissance globale et durable, optimise la valeur ajoutée et crée plus d'emplois constructifs pour devenir un acteur clé dans le système économique mondial. Quand on parle d'investissement, on parle de climat d'investissement, car il y a des éléments, des composantes qui se rattachent dans un tout cohérent et homogène, de manière à ce qu'il y ait un climat propice à l'investissement au niveau local et international. Docteur Passan Fahmy, quand on parle du climat d'investissement en Égypte, comment peut-on l'évaluer? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment développer un climat qui est acceptable pour le monde entier, surtout les grands investisseurs? Par mon avis personnel, il y a 100 compagnies multinationales. On est en train, et chaque pays au monde a l'intérêt de les inviter. Bon, pour faire tout ça, nous devons avoir un plan, et on l'a eu, de 2030, une stratégie très bien développée, qui touche tous les côtés de la vie en Égypte. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le côté industriel ou agribusiness ou tout ça, non, tous les côtés. C'est-à-dire la politique fiscale, la politique monétaire, le côté le gouvernement travail, la technologie, tout ce que vous pouvez penser. On a pris un plan qui a développé des petits plans, si vous voulez, comment on peut atteindre un environnement qui peut vraiment être attirant aux investisseurs. On a commencé aussi par reviser toutes les lois qui existaient en Égypte, surtout les lois qui encouragent l'investissement avec le côté bancaire et aussi avec la bourse. Alors tout ce genre de lois avec la politique fiscale, politique monétaire, l'infrastructure, et tout ce qu'on veut faire avec l'infrastructure, c'est-à-dire commençant par les routes, les ponts, l'électricité, le gaz, tout ce que vous voulez, on a commencé à mettre un plan très sophistiqué. Mais ce plan-là va être terminé, Inch'Allah, 2030. On avance très positivement sur ce plan-là, et c'est pour cela que les institutions mondiales, ils voient que notre activité et la façon dont on applique les petits plans, si vous voulez, ça avance très positivement, et ça crée, comme on dit toujours, l'économie, ce n'est pas une opinion personnelle, ce sont des indices. Tous les indices, si on suit tous les indices depuis que ce plan-là a commencé, que ce soit le déficit du budget, ça diminue, les réserves à la Banque centrale augmentent, comme on appelle le GDP aussi augmente, le chômage diminue, tous les indices de l'économie sont très positifs. Et c'est pour cela que je dis, et le monde entier dit, que l'Égypte vraiment avance très positivement. Et l'Égypte peut devenir vraiment non seulement l'économie, la seconde économie la plus large dans la région, mais je pense que plus tard on peut avancer davantage, surtout avec la coopération régionale. Parce que je viens de mentionner que Monsieur le Président a toujours une vision régionale. Avec la coopération régionale, que ce soit la Méditerranée, les régions, l'Afrique, toutes les régions qui nous entourent, avec ce plan 2030, on peut avancer très positivement. L'Égypte est un pays riche, le climat est très agréable, la location est superbe, géographique. On avance, nous avons 50% de la population jeune. Alors on a tous les points qui peuvent vraiment former une économie forte. Mais aussi nous devons savoir que, on appelle, parce que peut-être quelques gens vont se gêner de ce que je vais dire, nous devons savoir que la population doit être un peu réglée.
c'est-à-dire le développement démographique doit être contrôlé. Et on doit mettre des plans pour vraiment achever ça. Parce que et bien sûr, c'est un plan qui avait commencé depuis des années. Des années, Mettre mais terme, et quand on a parlé de planning familial et autres, évidemment, parce que le taux de croissance démocratique est terrifiant. Le taux de croissance, si on compare le taux de croissance avec le taux de croissance du GDP, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut être fier. Comme vous venez de mentionner, on a commencé à parler de ça il y a des années. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas positifs. Aujourd'hui, quand on parle de l'économie, on parle de l'économie avec quelques couleurs. On parle de l'économie verte, on parle de l'économie formelle et informelle. Nous sommes parvenus au terme de notre édition, mais c'est juste, nous avons quelques secondes. Cette classification de l'économie, dans quelle mesure elle est en faveur de l'économie, du redressement économique? Très importante, parce que l'économie verte, ça c'est un secteur très, qu'on appelle développé. Puis il y a l'économie bleue, très important. Et d'autres genres d'économie formelle et informelle, de toutes les manières. Micro, petit, voilà. Moyen, c'est trop lent. Mais trop long. Ils sont tous très importants et ils se développent ensemble. C'est-à-dire on ne peut pas laisser tomber l'économie verte et concentrer sur les autres. Tout ça va être développé en même temps, en parallèle. Oui. Voilà. Docteur Passane Fahmy, vous êtes experte en économie. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci madame, merci à vous. Eh bien, il est temps de vous remercier pour votre attention, de vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.